parler de la relation assez globale entre le sport et le développement durable à travers l'exemple de la Fédération française de badminton et des actions qu'elle mène en PACA à travers la ligue dans les clubs. Merci. Donc cet été, vous êtes tous au courant, la Coupe du Monde de football, la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football a rappelé, si c'était nécessaire, que le sport est une véritable source d'émotion. Selon le Comité national olympique et sportif, toutes ces célébrations ont démontré l'intérêt de considérer le sport comme une grande cause d'intérêt national, un bien commun, un bien d'utilité sociale dont les impacts sont partagés par tous. C'est les mots du président du CNOSF. À la Fédération française de badminton, les dirigeants et les bénévoles ont compris assez tôt les enjeux et ont engagé pas mal d'actions concrètes dans ce sens. La fédération, elle base son action autour de la charte des engagements éco-responsables des organisateurs d'événements. C'est une charte qui impacte un peu tous les domaines de la responsabilité sociale et environnementale. Elle a été rédigée par le ministère des Sports et le WWF. Et elle implique surtout aujourd'hui les organisateurs de très grands événements à venir, les Jeux Olympiques, bien sûr, les championnats du monde, les championnats d'Europe, vraiment des très gros événements. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette charte? Comment ça se traduit? C'est 15 engagements, 50% minimum d'alimentation responsable selon les critères du WWF, 80% minimum de déplacements effectués en mobilité active, transport en commun ou covoiturage, c'est aussi bien pour les sportifs que pour les spectateurs, bien sûr. 80% des achats intégrant des critères de sélection RSE, 25% de déchets en moins et 60% de déchets réutilisés, recyclés ou valorisés, 100% des sites naturels respectés, pour les sports de nature bien entendu, 100% de la consommation d'énergie et d'eau maîtrisée et optimisée, 100% des sites dédiés au public accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est pas toujours simple, imaginez un boulodrome dans l'arrière-pays, il y a toujours une marche ou deux, c'est très compliqué. 100% des bénévoles valorisés, et ensuite, sur chaque événement, une action au moins favorisant l'accessibilité des personnes défavorisées, une innovation éco-responsable expérimentée lors de l'événement, de chaque événement, un champion sportif ambassadeur de l'éco-responsabilité mobilisé pendant l'événement, un engagement par événement dans une cause solidaire, une action favorisant la parité homme-femme dans les postes à responsabilité de l'événement, un référent développement durable vraiment identifié dans l'organisation et une action de sensibilisation à l'éco-responsabilisation pour le public et ou pour les sportifs. Donc tout ça, ça se met en place, je l'ai dit, sur les très grosses compétitions, mais chez nous, à la Fédération de badminton, on travaille à la déclinaison de cette charte sur le territoire auprès des organisateurs de manifestations d'envergure beaucoup plus locale et dans les actions quotidiennes qui sont faites dans les clubs et les associations sportives. Donc depuis quand est-ce qu'on fait ça et d'où est-ce que ça vient? Pourquoi le badminton et donc pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Voilà, avant même que la fédération soit en pointe sur ce sujet, en 2007 à Saint-Laurent-du-Var, le club local, le Stade Laurentin Badminton, a organisé le premier Grand Prix éco-citoyen de badminton. Ça a été la première compétition sportive éco-labellisée dans la région PACA. C'était il y a déjà 11 ans. On y trouvait à l'époque une buvette 100% bio, la promotion du covoiturage, des partenaires éthiques, des récompenses en fruits et légumes bio, des actions solidaires, le tri sélectif, tout ce qu'on peut trouver dans une organisation développement durable. Pendant 10 ans, ensuite, le club a pérennisé, amélioré annuellement cette manifestation. Le club a fédéré autour de lui quelques partenaires, il a fait parler de lui, jusqu'à servir d'exemple à la démarche, d'exemple et de moteur à la démarche de la Fédération française elle-même, donc au niveau national. Donc quelle est cette démarche, quelle est cette stratégie, quelles sont les actions des clubs vers les licenciés? La Fédération porte une stratégie en 5 axes à destination de ces ligues, de ces comités. En PACA, ça représente à peu près 9900 joueurs dans 111 clubs. Le premier axe, c'est sensibiliser, informer et former les acteurs du badminton au développement durable. Aujourd'hui, on organise des formations qui s'appellent Organiser une manifestation de badminton éco-responsable pour faire évoluer les mentalités des dirigeants. On organise ça plusieurs fois par an, un peu partout en France, pour inciter les organisateurs à adopter des comportements éco-responsables. Et on mutualise du matériel
du matériel d'organisation exprès. Le second axe, c'est promouvoir les actions en faveur du développement durable et favoriser l'émergence de manifestations éco-responsables. Donc on accompagne, je suis chargé aussi beaucoup d'accompagner les organisateurs dans cette démarche. On a aussi créé un écolabel pour mettre en valeur en fait, les tournois qui ont ce type de pratique. Dans le 06, c'est 24 tournois écolabellisés cette année. Troisième axe, montrer l'exemple. On souhaite nous-mêmes organiser des manifestations qui répondent à ces exigences et qui respectent la charte dont j'ai parlé précédemment. Et on fait en sorte aussi que cette démarche elle soit pilotée à haut niveau et qu'elle implique des sportifs emblématiques comme les petits jeunes qui sont sur la fiche à côté de moi. Et le quatrième axe, c'est prendre en compte la durabilité dans le fonctionnement associatif. Donc on essaye sans cesse de faire la promotion du covoiturage, des transports doux. On préfère bien sûr prendre le train que prendre l'avion quand on se déplace en France. On fait de la téléconférence. On va un peu au-delà. Ceux qui ne respectent pas ces cahiers des charges, ils reçoivent aussi moins d'aide. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'éco-conditionnalisation de certaines aides, voire même de certains remboursements de frais. Et ça engage aujourd'hui beaucoup plus les dirigeants d'associations sportives, d'associations tout court, à intégrer les enjeux environnementaux dans leur fonctionnement. Le cinquième axe, c'est répondre aux enjeux sociétaux. La fédération s'implique beaucoup dans les thématiques qui concernent le sport pour tous, le plan citoyen du sport, le sport santé. Elle encourage les initiatives vers plein de publics cibles, les gens qui souffrent de maladies chroniques, les habitants des quartiers sensibles et des zones rurales, les personnes en situation de handicap. Le badminton, c'est vraiment, je pense que tout le monde la connaît un petit peu, c'est vraiment un sport à la fois individuel et par équipe, relativement facile, accessible à tous, convivial, mixte. Il est très pratiqué par les enfants dans les écoles et les centres de loisirs. Et aujourd'hui, le ministère des Sports, il est grandement menacé, ainsi que tout le modèle économique et associatif du sport. Et la transition écologique, ça n'est plus une priorité des subventionneurs depuis 2015, notamment du Centre national de développement du sport. Aujourd'hui, les priorités, c'est la correction des inégalités d'accès à la pratique, le sport dans les quartiers, les zones rurales, la lutte contre les discriminations et les violences, le sport santé. Et aussi, un petit peu, ce qui revient, c'est l'innovation sociale par le sport. Et donc là-dessus, c'est encore des thèmes qui sont présents et qui peuvent servir, aux clubs qui souhaitent construire des projets, même pérenniser des emplois. On a quelques freins, beaucoup de freins. Les mairies aujourd'hui, elles sont vraiment rapides pour féliciter les initiatives des clubs, lorsque ceux-là le font savoir. Mais par exemple, obtenir un temporisateur dans un vestiaire, obtenir un composteur dans un espace buvette, ou juste un container de tri sélectif dans un gymnase qui est utilisé tous les soirs et tous les week-ends par une association sportive, c'est quasiment mission impossible. Imaginez, ça nécessite de la coordination relativement complexe en fait. Le club, il s'adresse à son service des sports, au service des sports de la mairie, qui doit s'adresser au service environnement, mais le gestionnaire de l'équipement, c'est le collège, le propriétaire, c'est le département, et au-delà, il y a un syndicat de collecte des déchets, un syndicat des déchets qui possède des containers et qui organise la collecte. En fait, faire tout ça, c'est vraiment très très complexe. Et donc, rien que demander un container dans un gymnase, c'est très compliqué. Et donc, on a vraiment du mal avec ça. Aujourd'hui, les collectivités locales, elles ont vraiment du mal à fonctionner de manière transversale. Et c'est ça qui nous manque vraiment. Le mouvement sportif, le mouvement associatif aussi, doit beaucoup mieux évaluer, documenter et partager les actions. Ça, c'est vraiment nécessaire pour que les responsables institutionnels prennent vraiment la mesure de l'impact du système associatif et du rôle qu'il peut jouer dans la transition éco-citoyenne. À la fédération, depuis 2 Olympiades, on a, en termes de gouvernance, une vice-présidence chargée du développement durable. Et donc le projet fédéral, qui s'appelle Ambition 2025, il possède 3 objectifs. Gagner des médailles, bien sûr, avec la fédération olympique, fidéliser nos pratiquants et participer aux engagements sociétaux. Ce troisième axe, qui s'appelle donc participer aux engagements sociétaux, il est animé, piloté par la commission développement durable et citoyenneté. Cette commission, elle est chargée d'avoir une influence
sur le reste de la politique fédérale. Elle est chargée d'évaluer les impacts sociaux, environnementaux, économiques, voilà, dans tous les secteurs de la vie fédérale. Les responsables de cette commission forment des bénévoles, partagent avec le monde sportif, mais aussi avec le monde politique, en rencontre des députés, voilà, et aussi avec des partenaires privés. La fédération est très souvent citée en exemple par le ministère des Sports et même par le ministère de l'écologie, feu. Voilà. En conclusion, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des dirigeants associatifs du sport, du badminton en particulier, et avec des actions visibles, une gouvernance appropriée, la démarche du développement durable se met vraiment en place dans de plus en plus de manifestations sportives, et c'est très apprécié par les gens qui y vont. Il faut continuer, il faut en faire plus. On doit continuer à sensibiliser, à faire la promotion, l'accompagnement des professionnels du sport, des bénévoles, des éducateurs, des dirigeants, des officiels techniques, des sportifs de haut niveau, des amateurs, des responsables des collectivités et les partenaires privés. Voilà. Nos discussions aujourd'hui, elles sont bien facilitées par le fait qu'on leur parle de développement durable et donc on les amène vers des choses qui leur parlent beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour avoir un héritage vraiment sociétal de tout le mouvement sportif et associatif. On a vraiment besoin de faire ce genre d'action dans le milieu sportif. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Donc, on a un petit peu de temps devant nous, on va pouvoir répondre à plein de questions en tous les cas. Merci que le sport se tourne vers le développement durable, ce n'est pas le cas de tous les sports. Non, c'est pas le cas de tous les sports. Alors, vu que j'ai une minute peut-être de rare, je vais vous présenter cette action en fait. Donc, c'est les 10 gestes du baliste éco-responsable. Ce que vous voyez là, en photo, c'est les petits jeunes du collectif régional. Donc, c'est des petits champions. Il y en a certains qui ont déjà des titres au championnat de France. C'est des jeunes sportifs de haut niveau. Ils sont certains dans des pôles espoirs. Et finalement, ils deviennent chacun des ambassadeurs de la démarche de développement durable. Ils sont chacun ambassadeurs d'un geste éco-responsable. Et donc, on les met en valeur, la Ligue les met en valeur, la Fédération les met en valeur, et ils sont mis en valeur dans leur club. Et donc, quand ce type d'affiche, de roll-up est affiché dans des compétitions, ben pour leurs copains aussi, ça devient un peu des stars. Et ça, c'est plutôt valorisant pour eux aussi. Mais aussi, nous-mêmes, on leur apprend ces gestes-là par ce moyen de les prendre en photo et de les faire devenir un ambassadeur. Et donc, du coup, ça les marque beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'être acteurs de cette démarche plutôt que juste on va dire, lors d'un stage, par exemple, de subir une espèce de cours magistral sur le développement durable. C'est un peu rasoir, déjà qu'ils vont à l'école tous les jours. Alors que là, on les fait poser en photo et pour eux, c'est beaucoup plus valorisant. Ils en retiennent quelque chose, ils s'en rappellent quelque chose. On a aussi fait des petits films et c'est vrai qu'on a fait un petit film sur le covoiturage. J'ai fait monter presque une quinzaine d'enfants dans ma voiture. J'ai pas une très grande voiture. Du coup, ils s'en rappellent. On a fait un petit film, on a dit le covoiturage c'est sympa, mais bon, oui, on est un peu serré quand même. Voilà, les enfants ils se sont amusés. Et finalement, ce qu'ils retiennent du covoiturage, aujourd'hui, quand on n'a pas le covoiturage, ils se rappellent qu'on a fait une action lors du stage sur le covoiturage, on est tous rentrés dans la voiture et c'était marrant. Et finalement, les actions éco-responsables, on les transmet comme ça, beaucoup mieux auprès des enfants qu'en faisant un cours, en leur expliquant que c'est bien, avec des tableaux pour leur montrer que c'est mieux de covoiturer. Très bonne transition entre le badminton et le covoiturage. On entend, oui. Est-ce qu'il y a, oui, je pense que il y a des questions. Vas-y. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors, il y a un mois, j'étais à Paris sur un salon réunissant professionnels et universitaires sur le tourisme, le sport et le développement durable. Il y avait une entreprise internationale qui travaillait avec une fédération. Plus fort. Pour que le sport soit durable dans un certain nombre d'événements, comme les matchs de foot, les grands prix, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, on pourra en discuter après, ce n'est pas le sens de ma question. Ma question c'est
si vous avez ces relations-là avec les autres sports. Oui, effectivement, on a ces relations. Le ministère des Sports possède une cellule sport et développement durable qui anime 4 fois par an alors avant ça s'appelait le club carbone des fédérations, maintenant c'est le club PD des fédérations. Et donc c'est des journées interfédérales où viennent des responsables fédéraux sur ce sujet. Et donc on échange entre fédérations, pas chaque fédération présente, mais il y a pas mal de fédérations qui sont présentes. Ça existe depuis 2010 et la Fédération française de foot est venue pour la première fois en 2015, mi-2015. On l'a même organisé chez eux, donc je me rappelle, c'était impressionnant parce que j'ai présenté le projet d'écolabel fédéral dans la salle du conseil d'administration de la Fédération de foot avec la Coupe du Monde en cours. Et donc oui, la Fédération de foot y est maintenant. C'est pas quelque chose qui porte à bout de bras. Disons qu'à la Fédération de badminton, on n'est pas très nombreux, on est effectivement beaucoup moins. On a aussi beaucoup moins de salariés d'employés. Et on a une personne quand même qui travaille pas mal sur le développement durable à la Fédération de foot, cette personne. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Ils s'y mettent. Bonjour, moi c'est savoir où ça en est au niveau du judo. La fédération de judo, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Je ne peux pas vous répondre. D'accord. On va les questionner, en tout cas, c'est des questions qui viennent aussi beaucoup quand justement les licenciés interrogent leurs dirigeants sur ces aspects-là et remettent en cause les dirigeants, les façons de faire, s'investissent aussi là-dessus. Ça marche vraiment comme ça, c'est vraiment, ça doit remonter des licenciés. Comme ce qui s'est passé à Saint-Laurent-du-Var, moi j'étais président du club à l'époque, c'est plusieurs licenciés, plusieurs joueurs qui ont fait remonter qu'on pourrait faire le tournoi un peu plus éco-responsable. Alors on l'a fait, c'est remonté dans les instances dirigeantes jusqu'à la fédération, et maintenant c'est l'exemple qui s'est passé là. Donc en fait ça vient d'un licencié, donc si les licenciés ne se mobilisent pas, ça ne se passe pas. Alors, si par exemple sur une union sportive, on a envie de lancer cette idée, à qui il faut s'adresser? Il faut vous adresser aux dirigeants de votre club. Aux dirigeants de votre club, à votre fédération, pour non, mais là, c'est inciter à faire ce genre de choses. Une union, vous investir, une union sportive, donc plusieurs clubs. Comment faire pour... Mais ils ont des dirigeants, ça a des dirigeants, une union sportive. D'accord, donc ils se dirigent vers le ministère. Oui, ils se dirigent vers le ministère, ou bien ils apprennent d'eux-mêmes et puis ils font quoi. Voilà. Ok. On n'entend pas. Vous pouvez en parler à l'atelier, ça très très D'accord. Merci. Bravo, félicitations pour votre initiative. Alors moi je suis un peu serrée parce qu'il y a plus de 20 ans, nous rencontrions à titre associatif l'UFR STAPS de Nice avec des responsables, des profs d'université pour justement travailler à développement durable sur les grands trails dans l'arrière-pays, ou même avec un artiste qui est décédé depuis, très connu ici, qui a eu un accident fatal. Et je suis serrée de voir que 20 ans après, vous avez en dehors de l'exposition des logos des partenaires des collectivités qui ne font que de la communication, on ne vous donne pas les moyens d'avoir un container à poubelle lors de vos manifestations. Enfin, je trouve que c'est l'âge de pierre et que c'est vraiment flouer les gens que d'imposer des logos et de ne pas donner les moyens qui sont quand même très succincts. Je ne vais pas vous aider plus que ça, excusez-moi. Et bravo pour votre travail. Merci. Ils nous aident quand même, ces partenaires. Leurs logos, ils ne sont pas là par hasard et pas juste pour les remercier, puisque donc moi je travaille pour la LPACA, c'est aussi mon financeur et c'est aussi mon salaire. Et donc le temps que je travaille, tout le temps que je donne de mon travail, aujourd'hui je travaille, tout ce temps-là, il est aussi payé par ces partenaires-là, parce que c'est pas juste nos licenciés qui nous font vivre, mais c'est aussi ces partenaires, donc la région, l'État, ils nous font vraiment, ils servent à. Je ne travaille pas que sur le développement durable, je suis agent de développement pour toute la région, toute la discipline, mais c'est partie de mon travail de développement durable. J'essaie de tout faire dans ce sens-là, mais ces partenaires-là, ils nous aident après opérationnellement. Très rapidement, donc je parle bravo, etc. Je me joins à ce qui a été dit. Juste une petite question.
est-ce que vous rencontrez des résistances dans les clubs ou auprès des parents ou des jeunes quand vous proposez des actions comme ça? Parce que là, comme vous présentez, ça a l'air facile, beau, on propose ça et tout le monde adhère, et tout ça. Quelle résistance vous rencontrez? Est-ce que c'est vraiment bloquant? Oui, il y a beaucoup de résistance. Le badminton est un sport relativement peu développé et les clubs sont assez peu structurés. Et donc les résistances, elles sont parce que faire les choses bien, faire les choses selon ces principes-là de développement durable, d'éco-responsabilité, c'est plus difficile, c'est plus long à faire et les dirigeants ils sont souvent déjà débordés. Il y a une crise dans le bénévolat, il n'y a pas assez de bénévoles, pas assez de dirigeants et donc les gens voudraient bien faire comme ça mais ils n'ont pas le temps. Donc les résistances elles sont plus. Et sinon les gens sont ravis de ce qu'on fait. Ils disent tous que oui, ça serait bien si tout le monde faisait ça, mais ils n'ont juste pas le temps. Oui, bien sûr. Là, on parle des grands événements. Dans les grands événements, c'est souvent un petit peu plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de moyens. Dans les clubs, quand on organise juste un match ou deux,